Bonjour à toutes et tous et aux autres. Je tiens à commencer par remercier les associations qui ont rendu possible cette journée d'études. C'est-à-dire d'abord les assos de concernés, Chrysalide et Arc-en-Ciel, mais aussi les Salopettes et surtout Contact Rhône, puisque c'est Corto Le Perron, ici présent de Contact, qui nous a proposé de mettre les ressources de Contact au service de l'organisation d'une journée que ce serait nous autres, personnes trans, qui organiserions. Donc ce format, je le trouve pas mal, c'est-à-dire nous filer l'argent et ensuite nous laisser faire. Pour une fois, je trouve que c'est plutôt une modèle de comportement de la part de CIS. Et ça mérite d'être noté parce que c'est rare qu'on puisse trouver que les CIS se comportent bien. Et je remercie Corto et Contact Rhône d'avoir montré ce que c'est que d'agir en tant qu'allié du mouvement trans. Alors quand on a commencé à organiser cette journée, ça devait encore s'appeler Identité Trans. C'est plus le titre, vous aurez remarqué. Et du coup, j'ai fait porter ma communication là-dessus, comme je voulais saisir cette occasion pour dire tout le mal que je pense de cette histoire d'identité. Sauf qu'il y a quelques semaines, nos camarades de Chrysalide ont proposé de renommer la journée en Savoir Trans par les trans, ce qui est effectivement beaucoup mieux comme titre, mais du coup, ce que j'ai préparé, ça n'a plus aucun rapport. Donc, je vous demande de m'excuser, mais je vais vous faire une conférence qui est hors sujet. Tant pis. Alors, ça va bientôt faire un an que la Sofect a changé de T, son T à la fin, puisque depuis décembre 2017, le T à la fin de Sofect, ça ne signifie plus transsexualisme, mais désormais transidentité. Et c'est là bien évidemment une révolution terminologique majeure qui a évidemment bouleversé de fond en comble la tutelle psychiatrisante et pathologisante pratiquée par la Sofect. Voilà, plus sérieusement, cette récupération par la Sofect d'un concept qui est issu du milieu militant trans, ça doit nous faire nous interroger sur nos propres concepts. Peut-être que cette récupération, elle est le signe que le terme même de transidentité et le concept d'identité de genre auquel il se rattache peuvent être employés en un sens cissexiste et peuvent être employés pour guider les pratiques de nos adversaires, peuvent être compatibles à ces pratiques. Il importe donc de faire une évaluation critique de ces termes. D'ailleurs, lorsqu'il est question de transitude, la Sofect, ce n'est pas du tout la seule de nos adversaires à faire usage du concept d'identité. Réduire la transitude à une identité afin de la délégitimer, c'est aussi une stratégie de certaines TERF. Donc, pour les cis qui ne connaîtraient pas, s'il y en a dans la salle, c'est trans exclusionary radical féministe, de radical féministe que le nom. Et honnêtement, je pense que si on se limite à justifier la transitude par un discours axé sur l'identité de genre, on aurait du mal à donner tort aux TERF. Ainsi, dans un article qui a été traduit sur Tradfem, le site TERF que vous connaissez bien, et qui a ensuite été repris sur le blog de Christine Delphi, Raquel Rosario Sanchez, qui est une féministe TERF dominicaine qui actuellement a fini sa thèse de philo en Angleterre, elle distingue entre l'identité personnelle, d'un côté, et la condition sociale de femme. Et elle affirme ainsi, je la cite, « Réduire la condition féminine à des sentiments, des vêtements et des identités personnelles constitue une gifle pour la plupart des femmes et des filles dont l'oppression leur est imposée, peu importe leur façon de s'habiller ou de s'identifier. » Et ensuite, elle souligne avec force que la condition de la femme, je la cite, est une réalité et non une identité. Fin de citation. Je dois vous avouer que, dit comme ça, je suis d'accord avec Raquel Rosario Sanchez. Alors certes, son approche de la condition féminine est trop monolithique, parce que toutes les femmes ne vivent pas la même réalité, et certes, elle en tire une conclusion que je ne partage pas, que je ne peux pas partager, à savoir que les femmes trans ne seraient pas des femmes. Mais cependant, si tout ce que nous avions, si tout ce que nous vivions pour justifier de notre féminité, nous, femmes trans, c'était cette fameuse identité de genre qui serait personnelle, ou cette transidentité, alors je me verrais bien obligé de dire que la conclusion de cette TERF de Sanchez est tout à fait juste. Or, il me semble qu'elle ne l'est pas, cette conclusion. Car notre condition féminine, en tant que femme trans, est bien une réalité, et pas seulement une identité. Mais pour établir cela, il est nécessaire de faire la critique de ce discours de l'identité qui est tellement omniprésent actuellement dans les théories queer et dans les milieux militants queer. Et c'est seulement cette critique
qui doit permettre de comprendre et de dépasser cette situation quand même paradoxale, où les discours si sexistes, comme ceux de la SOFECT, comme ceux des TERF, en viennent à rejoindre nos propres discours militants avec cette mise au premier plan de la question de l'identité. Ce que nous devons nous demander, c'est est-ce que ce qu'il y a de politique dans nos vies, ce sont vraiment nos identités? Ou encore, si on comprend ce qu'il y a de politique dans nos vies de manière théoriquement et stratégiquement pertinente en se focalisant sur nos identités. Du coup, à partir de mon expérience de femme transsexuée, je me propose aujourd'hui d'avancer quelques objections à ce discours de l'identité et de la transidentité, et d'esquisser une compréhension non plus queer, c'est-à-dire axée sur l'identité, mais une compréhension matérialiste de la question trans. Regarde s'il y a des gens qui se barrent quand je dis matérialiste. Non, c'est bon pour l'instant. Je ne me jette pas encore des trucs. Alors, je commence. Pourquoi ce discours de l'identité, il s'est développé dans le mouvement trans et contre quoi? Et en quoi ce discours, il charrie aussi, il peut charrier une délégitimation de nos réalités? Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'identité, un peu basiquement? C'est une représentation de soi qui est durable, mais qui n'est pas fixe. Elle n'est pas fixe parce que mon identité, votre identité, elle peut évoluer dans le temps. Et du coup, si ça évolue dans le temps, l'identité, elle s'inscrit dans une histoire qu'elle forme, mais l'identité, elle est aussi formée par cette histoire. Or, cette histoire, elle n'est jamais totalement solitaire. Elle est interactive. Je suis en relation avec autrui, et ça va contribuer à former qui je suis et comment je me rapporte à moi-même. De ce fait, la représentation de soi qu'est l'identité, elle est médiatisée, elle est aussi conditionnée par autrui et par l'image qu'autrui a de moi. Et la conséquence de cela, c'est que l'identité, ça n'est pas seulement une affaire d'intériorité, mais c'est plutôt quelque chose qui est constitué de manière évolutive par les relations de cette intériorité avec les autres, c'est-à-dire avec une extériorité qui est l'espace social, l'espace intersubjectif, c'est-à-dire l'espace entre les personnes. Or, cette relation entre mon identité telle que moi je l'aperçois, et telle qu'elle est socialement perçue par les autres, évidemment, elle peut être conflictuelle. Et de fait, vous le savez toutes et tous bien, elle est souvent conflictuelle, au moins temporairement, dans nos histoires à nous en tant que personnes trans. Lorsque l'identité qui nous est socialement assignée ne correspond pas avec l'identité que nous revendiquons. Par exemple, je me reconnais si on m'appelle madame, mais je ne vais pas me reconnaître si on m'appelle monsieur ou si on me traite de travelot. C'est à partir de ce décalage entre comment je me perçois, comment les autres me perçoivent, que l'identité a été mise au centre de toute une partie des discours trans, et même de la catégorie trans, avec ce terme de transidentité, et ce depuis au moins une vingtaine d'années. Ce que je vais essayer de montrer, c'est en quoi ce discours de l'identité, identité dont le moyen de connaissance privilégié serait un ressenti, ça a consisté à se focaliser sur l'intériorité au détriment de l'espace intersubjectif et donc de l'expérience sociale de la transitude. Et je pense que cette focalisation, politiquement, elle est ruineuse. Mais d'abord, quelle fonction ça a eu de mettre en avant l'identité dans les mouvements trans et dans la définition de la transitude? À l'origine, ce discours de l'identité a eu pour fonction d'affirmer le fait qu'on est qualifié, d'affirmer l'expertise des personnes trans pour déterminer quelle est notre propre identité contre la prétention des psychiatres à avoir le monopole pour déterminer qui on est. Ça veut dire c'est moi qui sais qui je suis, et c'est moi qui peux, de ce fait, décider de quel type de transition j'ai besoin. Il s'agit ainsi de contester le rôle des psys, et des psychiatres notamment, dans la prétendue évaluation diagnostique des personnes trans, mais aussi de contester plus largement disons, la capacité des normes sociales de genre sur lesquelles se fondent les psychiatres, et plus largement les médecins, pour premièrement faire leur diagnostic, et deuxièmement proposer un traitement. Parce qu'ils se fixent sur certaines normes de genre, de c'est ça une femme, c'est ça un homme. C'est par exemple le cas dans les pressions à l'hétérosexualité dans le sexe d'arrivée, qui était encore il y a peu de temps en vigueur à la SOFECT, voire qui sont peut-être encore en vigueur dans certaines villes. Je me demande si ce n'est pas encore le cas à Paris, mettre la pression sur les patientes et les patients trans en mode il vaudrait mieux que tu sois hétéro dans le sexe d'arrivée si tu veux qu'on te donne les hormones. Et à l'origine, Harry Benjamin, qui était un des premiers chirurgiens à s'occuper des trans, faisait de l'hétérosexualité dans le sexe d'arrivée un critère pour diagnostiquer ce qu'il appelait les vrais trans, la transsexualité primaire. C'est aussi le cas, ces normes de genre qui sont utilisées pour nous évaluer, pour nous diagnostiquer, dans le refus des demandes dites partielles par les médecins de la SOFECT.
Les demandes partielles, c'est si vous demandez par exemple un traitement hormonal et une mamec, mais pas d'hystérectomie pour un mec trans. Ou dans l'autre sens, si vous demandez un THS et une mammo, mais pas d'orchidectomie ni de vaginoplastie. Et ben ça, beaucoup de médecins trans euh, le refusent et l'interprètent comme la production, je reprends les termes, je cite les termes de nos chers amis Schoendorf et Lamotte, ici à Lyon, de chimères, d'hybrides et de brésiliennes. C'est Lamotte qui disait à une camarade qui disait je veux peut-être pas me faire de vaginoplastie, on n'est pas là pour faire des brésiliennes. Alors je passe sur le sublime mélange de cis-sexisme, de racisme et de putophobie qui s'exprime dans ces termes, mais ce qu'on remarque ici, c'est à quel point c'est à partir d'une norme hégémonique de ce qu'est censé être un vrai homme et de ce qu'est censé être une vraie femme, au plan sexuel comme au plan corporel, que médecins et psychiatres acceptent ou refusent nos demandes. Face à cette dépossession de nos transitions et de nos corps, mettre l'accent sur l'identité, ça avait pour fonction de contester la pertinence de ces normes sociales de genre pour décider à notre place de ce que nous devons être et de quel corps nous devons avoir. C'est ainsi mis en place un discours de plus en plus hégémonique dans les milieux trans au sens large, discours focalisé sur l'identité de genre, sur le ressenti comme critère essentiel de cette identité, et sur la transidentité. D'abord introduit par l'activiste allemande Heike Bödecker, le terme de transidentité s'est ensuite rapidement diffusé en France, par le biais du STS, le Super Transgenre Strasbourg. Il a trouvé un appui dans la diffusion à la même époque des théories dites queer. Or, cette analyse en termes d'identité, paradoxalement, elle a réuni des personnes et des groupes trans politiquement hyper opposés. Parce que d'une part, il y avait des partisanes et des partisans d'une position révolutionnaire vis-à-vis du patriarcat et de ses institutions, notamment médicales, voire révolutionnaire vis-à-vis du capitalisme. Et d'autre part, il y avait des personnes et des groupes trans libéraux, c'est-à-dire qui visaient à l'assimilation dans cette société plutôt que de détruire cette société. Ainsi, d'un côté, l'identité a été au centre de la diffusion de la théorie dite queer en France, principalement au travers des travaux de Sam Boursier, qu'il s'agit des séminaires du Zoo en 96-98 ou de la série des Queer Zones dans les années 2000, position qui a trouvé un aboutissement aujourd'hui assez outré dans le catalogue d'identité de genre, la fameuse prolifération des genres vantée par Boursier, que proposait le site unique en son genre, désormais La Vie en Queer. Mais de l'autre côté, vous avez des positions libérales centrées sur les droits subjectifs des individus et trouvant leur référence dans les sacro-saints principes dits de Yogyakarta et au niveau européen dans la déclaration sur les droits de l'homme et de l'identité de genre de l'homme de Thomas Hammarberg, position que vous trouvez par exemple chez Delphine Filbert dans son autobiographie Devenir celle que je suis en 2011 ou plus largement chez l'Association nationale transgenre. Quelles objections on peut faire à cette appréhension de la question trans à partir de cette sacro-sainte identité de genre? Appréhension qui réunit donc dans une assez curieuse unanimité libéraux d'un côté et queer prétendument révolutionnaire de l'autre. Alors en premier lieu, on peut faire trois objections. En premier lieu, mais sans doute cette première objection, c'est la moins centrale, peut-être la plus personnelle, moi je dois vous avouer être assez gêné du geste qui consiste à accoler trans et identité en faisant de la transitude elle-même une identité, une transidentité. En effet, qu'est-ce qui, dans mon histoire, qu'est-ce qui, dans la construction de mon identité, me renvoie à ma transitude? Et qu'est-ce qui m'y renvoie avec insistance même? Ce qui m'y renvoie, ce qui fait que je ne peux pas oublier que je suis trans, ce sont les dominations, ce sont les stigmatisations que j'ai subies et que je subis encore. C'est le temps que j'ai mis avant de pouvoir transitionner, c'est les années perdues. Je pense que si j'avais pu vivre en tant que fille dès toute petite, sans me faire péter la gueule pour cela, si j'avais pu prendre des bloqueurs de puberté, si j'avais pu commencer mon THS tôt, si j'avais pu être opéré tôt, si j'avais eu accès à ces informations, si j'avais eu accès à du respect, aux moyens de transitionner, bref, si la société n'avait pas tout fait pour m'empêcher de transitionner ou pour me punir de le faire, alors je pense que ma transitude compterait beaucoup moins, en fait, dans mon histoire et dans mon identité. Et je me permets de croire que je serais beaucoup plus heureuse comme ça. Mais bon, ça c'est une objection toute personnelle, et j'en viens à deux raisons plus fondamentales de critiquer ce discours de l'identité. En premier lieu, et à mon sens c'est ce qui rend l'utilisation de ce discours de l'identité par les psychiatres, par les médecins et par les juristes possible, réduire les trans à une identité permet de délégitimer la réalité trans. Plus précisément, ça permet de faire comme si le sexe revendiqué par nous, personnes trans, n'était pas une réalité objective, c'est-à-dire une réalité sociale et une réalité corporelle, mais c'était une simple auto-identification, une simple imagination subjective de la part d'individus. Et ça, en fait, ça cadre parfaitement
avec le vieux topos de la femme dans un corps d'homme ou l'inverse. Puisque se concentrer sur l'identité, ça conduit à percevoir la féminité d'une femme trans ou l'inverse, non pas comme une réalité, mais comme quelque chose qui est seulement intérieur. Ce qui ferait de moi une femme, ce serait mon simple ressenti subjectif et non pas mon existence concrète et mon corps. C'est donc l'appartenance objective à la classe des femmes ou à la classe des hommes qui est réduite à une simple identification imaginative de la part des personnes trans. C'est en ce sens que le recours à l'identité pour parler des personnes trans fonctionne comme une délégitimation du fait que nous appartenons réellement, et pas seulement dans nos têtes, à nos sexes d'arrivée. Se trouve ainsi minorée l'objectivité de notre sexe, c'est-à-dire à la fois de sa réalité corporelle et de notre appartenance sociale à notre classe de sexe d'arrivée. Ainsi, cette rhétorique de l'identité peut avoir pour effet, voire pour fonction, chez les juges et chez les médecins, en minimisant la réalité de notre sexe d'arrivée, de nous renvoyer, nous autres personnes trans, à notre sexe assigné à la naissance, et de renvoyer notre transition et notre sexe d'arrivée à une simple affaire d'imagination, voire de pathologie mentale. En deuxième lieu, première objection, c'était surtout sur comment ce discours d'identité est réapproprié par les médecins et par les juristes. En deuxième lieu, l'objection vise davantage cette fois nos propres milieux, plutôt que les milieux médicaux et juridiques. Il me semble que cette focalisation sur l'identité a pour effet de décourager les transitions physiques chez des personnes trans en début de questionnement et de parcours. En effet, si on me dit que ma féminité, ou ma masculinité, dans l'autre sens, sont déjà là, puisqu'ils relèveraient avant tout de mon identité intérieure, et non de mon assignation sociale ou de mon corps, alors à quoi bon prendre des hormones? À quoi bon me faire opérer? Or, comme l'a bien souligné Delphine Christie, c'est pas Christine Delphi, c'est un pseudonyme. Delphine Christie, dans son article Valide et légitime, sur le blog Questions transféministes, que je vous conseille, dans un contexte de stigmatisation, de ridiculisation des corps transsexués, dans un contexte où on diabolise la transition, et je pèse mes mots quand je dis diaboliser, parce que je ne suis pas la seule trans dont les parents considèrent que je devrais me faire exorciser, et dans un contexte de crainte face à la modification de nos propres corps, c'est vrai que c'est pas évident à la base, quand on regarde les hormones, on se dit ouais, il y a des effets définitifs, tout ça. Eh bien, ce discours qui replie le sexe sur un genre prétendument seulement intérieur, sur une identité de genre qui serait distincte de l'expression de genre et du corps, ça a pour effet de retarder, voire d'empêcher les transitions physiques. Et il me semble plus pertinent, face aux bébés trans qui arrivent, de souligner le caractère qui peut être non définitif, qui peut être expérimental lors des premiers mois du THS, pour éviter de paniquer les gens tout simplement, et pour leur faire considérer plus sereinement l'option de la transition physique et l'option qu'on peut, au bout de quelques mois, se dire bon, bah, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Alors, du coup, si on veut répondre aux TERF, à nos amis les TERF, si on veut pouvoir assumer que notre sexe d'arrivée, dans mon cas le fait d'être une femme, c'est bien pour nous une réalité et non une identité, ou non seulement une identité, comme le dit Sanchez, il me semble que nous devons comprendre la transitude non pas en termes d'identité, mais de réalité corporelle et d'appartenance de classe. La conséquence politique est que nous devons concevoir nos luttes non pas en termes d'affirmation identitaire, mais de lutte contre le patriarcat. En premier lieu, l'aspect de réalité sociale. Notre identité, ce n'est pas d'abord un ressenti, notre identité, c'est d'abord une assignation. Et cette assignation, certes, elle peut ou non correspondre à ce que je revendique être. Mais c'est bien à partir de cette assignation que je suis traité par les autres, par les gens dans la société. En termes de sexe, cette assignation, elle a certes lieu à la naissance, mais aussi, et ça c'est ce que sous-estime une TERF comme Sanchez, elle a lieu tout au long de la vie. Et elle a lieu tout au long de la vie selon le sexe dans lequel nous vivons, quel que soit le sexe qu'on nous a assigné à la naissance. Je continue à être assigné sexuellement aujourd'hui dans un autre sexe que celui qu'on m'a assigné à la naissance. Aujourd'hui, je suis assigné comme femme par les gens qui me croisent, alors que j'ai été assigné garçon à la naissance. Mais cette assignation, c'est pas juste un acte de langage, dire monsieur, madame, qui n'aurait pas de conséquences. Cette assignation, elle a pour effet mon appartenance sociale à l'une des deux classes de sexe en lesquelles nos sociétés cis-hétéro-patriarcales sont divisées et sont hiérarchisées. La classe des femmes et la classe des hommes. Il s'agit donc bien d'une assignation dont s'ensuit une multitude d'effets pratiques qui déterminent mes conditions d'existence. Par exemple, en tant que femme, mes possibilités de carrière sont moindres,
j'ai toutes les chances de toucher 30% de salaire de moins que les mecs, j'ai toutes les chances de subir beaucoup plus qu'eux des viols, des violences sexuelles, c'est déjà le cas. Mais alors vous me direz, enfin les 6 me diront, s'ils ne sont pas déjà partis. Oui, mais alors, si l'identité c'est une assignation sociale et non pas un ressenti, par quel miracle on part d'une assignation à la naissance, comme homme, à une assignation quelques années plus tard comme femme, ou l'inverse? À mon avis, par 2 médiations. Premièrement, alors ça on peut en discuter des heures, mais je crois qu'on peut au moins faire l'hypothèse de ce qu'au moins une partie des personnes trans font l'objet, disons, d'une socialisation différenciée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, par exemple, que les futures femmes trans ne reçoivent pas une socialisation de garçons quand elles sont petites, mais elles subissent des traitements et des violences spécifiques, et notamment des violences de genre, qui font qu'elles ont des enfances et des adolescences de filles trans. C'est pas des enfances et des adolescences de filles cis, c'est pas non plus des enfances et des adolescences de garçons. Mais du coup, ça implique de ne pas considérer la condition féminine comme un bloc où il y aurait une seule forme de socialisation féminine, indépendamment de la classe, de la race, etc. Et typiquement, par exemple, pour vous donner un exemple, la mise en doute du genre, sous la forme de la question censément humiliante, être une fille ou un garçon, bon, j'imagine qu'on est les 3 quarts de la salle à l'avoir reçue, celle-là, ça c'est une forme de violence symbolique que subissent les enfants qui sont de futures femmes trans ou futurs hommes trans, mais que vivent beaucoup moins les garçons cis ou les filles cis. Donc, il y a pas mal d'exemples comme ça qui me poussent à penser qu'il y a une socialisation assez spécifique des personnes trans. Bon. Mais toujours est-il que cette socialisation différenciée ne s'applique sans doute pas à toutes les personnes trans, et ça ne suffit donc pas à faire pleinement du sexe revendiqué une réalité sociale. Ce qui fait de ce sexe une appartenance de classe, c'est la transition. Et ici, sans même parler déjà de transition physique, juste si on parle de transition sociale et juridique, même si évidemment la transition physique, ça peut se répercuter sur la transition sociale. La transition, entendue comme processus de transfuge de classe de sexe ici, selon l'expression d'Emmanuel Bobatti. L'identité n'est alors pas à saisir comme une donnée intérieure et fixe qui serait toujours déjà là, mais comme le résultat d'un processus de transfuge de sexe qui fait que nous venons à être socialement perçus et socialement traités comme femmes ou hommes, c'est-à-dire comme membres de la classe de sexe d'arrivée. Et s'il y avait un déjà là intérieur, mais non, finalement, on s'en fout. Qu'importe qu'il y ait un déjà là intérieur ou pas. Ça, c'est la question que nous posent les psys. Pour dire, ah voilà, vous vous sentez trans depuis toute petite ou tout petit, bah c'est bon, je vous donne les hormones. Mais à la limite, qu'importe. La transition fera que la personne sera perçue selon son sexe d'arrivée, la plupart du temps. C'est seulement ce changement de classe de sexe qui le rend pleinement effectif, cet éventuel déjà-là. Et dans mon cas, je suis bien réellement une femme, pas ou pas seulement parce que ce serait mon identité intérieure, mais parce que je suis perçue et traitée comme telle dans la société. Or, la conséquence de ce point est importante du point de vue des luttes et implique de ne pas mettre nos identités, ni le mot d'ordre queer de prolifération des identités, au centre de nos luttes. Alors pourquoi? Imaginez, je me dis non-binaire, ou agenre, ou bigenre, ou encore rapport à genre, etc. Un mec me siffle dans la rue. Bon, c'est pas parce que je suis non-binaire, ou rapport à genre, ou bigenre qu'il m'aura sifflé. Il m'aura sifflé parce que lui, il a perçu une femme. Donc sa maltraitance, elle se fait à partir des catégories sociales. C'est à partir non pas de nos identités intérieures, mais à partir de nos assignations sociales que nous sommes traités et maltraités par la société. Par conséquent, le point de départ et l'objet de nos revendications et mobilisations doit bien être la manière dont la société cis-hétéro-patriarcale est organisée, et non pas juste de visibiliser des genres en plus. Mais ça, on peut le faire. Faites-le si vous voulez, ça n'a juste pas d'impact politique. Ça peut être empowerant personnellement, ça n'a pas d'impact politique. Si nous voulons détruire le patriarcat, alors nous devons nous concentrer sur comment est structuré celui-ci, en classe d'hommes et de femmes, organisés et hiérarchisés par l'hétérosexualité obligatoire, et non pas en mettant en avant des archipels d'identités qui seraient alternatives et qui seraient prétendument autonomes par rapport à cette bicatégorisation de la société en 2 classes de sexe, femmes et hommes. Et c'est donc en partant de comment la société nous assigne et de comment nous pouvons lui répondre, donc comme femmes, comme lesbiennes, comme homo, etc., que nous pouvons prendre cette société pour cible. Pour être plus précise, si je me fais emmerder dans mon travail, ou dans les transports, ou dans la rue, c'est pas en fonction, encore une fois, d'une quelconque identité intérieure.
c'est soit en tant que femme est perçue comme telle, par des mecs qui m'emmerdent, soit si je ne passe pas, entre guillemets, c'est en tant comme efféminé, mais donc dans les deux cas, la raison de mon harcèlement, c'est une stigmatisation de la féminité comme étant inférieure par rapport à la masculinité, puisque la masculinité est hégémonique, ce qui veut dire que la classe des hommes est socialement et symboliquement la classe dominante. Par conséquent, lutter contre ces violences, c'est chercher à abolir le genre comme système cis-hétéro-patriarcal, et non pas chercher à faire proliférer les genres. Et cette lutte pour la destruction du patriarcat, je l'entreprends en tant que meuf, en tant que Gwyn, c'est-à-dire à partir de la condition sociale qui m'est faite dans cette société sexiste. En deuxième lieu, la transition, jusqu'ici parlé de la transition sociale et juridique, elle peut être aussi physique. C'est pas obligatoire, elle peut l'être. Et notre appartenance au sexe d'arrivée est aussi objective en ce qu'elle relève bien d'une réalité corporelle, et pas juste d'une auto-identification. La thèse cis-sexiste qu'il faut refuser, c'est la thèse qui ferait de notre sexe d'arrivée une simple identité intérieure, qu'on appellerait genre, ce qui laisserait penser que notre sexe biologique resterait, malgré la transition physique, ça resterait celui qu'on nous a été assigné à la naissance. Eh ben non, encore une fois, cis, ça ne signifie pas bio. Par les hormones et par les opérations, les corps trans deviennent bien biologiquement des corps de leur sexe d'arrivée. En effet, de l'ensemble des traits qui forment le sexe dit biologique, les chromosomes, les gonades et les gamètes, la répartition hormonale, les organes génitaux et les caractères sexuels secondaires, seuls les premiers, les chromosomes, ne sont à ce jour pas modifiables techniquement, et en plus on sait que ceux-ci ne déterminent pas intégralement la sexuation. De ce fait, en termes d'expérience corporelle, l'appartenance au sexe d'arrivée ne relève pas tant d'une identité qui serait déjà là, que d'un processus de réalisation qui permet un accès à soi et à son corps, mais à un soi qui n'est donc pas pleinement effectif avant d'être atteint par la transition. Or, cet accès à soi, ce n'est pas une simple question de prise de conscience, ce n'est pas une simple question d'autoreconnaissance, mais c'est fondamentalement une question pratique, à savoir une question sociale, une question juridique, une question corporelle, celle de l'accès aux moyens matériels pour vivre pleinement dans notre corps, les hormones, les OP, etc. Et cet accès, il est objet de négociation, il est objet de lutte, par exemple avec le corps médical, quand on négocie ou quand on lutte avec eux pour se choper des ordonnances. L'objet de nos luttes porte donc non pas sur la reconnaissance d'une identité, mais sur les moyens concrets d'un libre accès à notre corps. Si l'objet de nos luttes, ça n'a pas à être une affirmation identitaire, alors est-ce qu'il faut en déduire que tout ce qu'on appelle politique de l'identité, c'est une erreur qui diviserait les luttes, qui se tromperait de combat? Ça, c'est la critique que fait toute une partie de la gauche, en France principalement la gauche communiste, aux militantes et aux militants minoritaires, notamment féministes, LGBTI et racisés. Vous divisez les luttes. Bon. C'est que nous, voilà, on mettrait en avant l'identité au détriment des questions de classe, ou selon les termes de Nancy Fraser, la philosophe américaine que tu citais tout à l'heure, Karine, on mettrait en avant les questions de reconnaissance identitaire au détriment des questions de redistribution matérielle, des biens socio-économiques, selon une prétendue alternative entre le social, tout ce qui est le matériel, l'économique, les salaires, et le sociétal, qui serait culturel, symbolique, identitaire. Division sociale-sociétale, qui vient notamment du philosophe stalinien Michel Clouscar, qui est mort il y a peu, on ne le regrette pas, et qui est reprise aujourd'hui autant par des prétendus communistes comme cet abruti de Jean-Claude Michéa, que par des fachos comme Soral. Et ben, moi, personnellement, je pense que cette alternative entre social et sociétal, et donc entre identité et classe sociale, c'est une fausse alternative. Pourquoi c'est une fausse alternative? Parce que notre minorisation, comme trans par exemple, elle produit une marginalisation sociale. Elle produit la difficulté à trouver un emploi, à avoir un logement, la galère quand on n'a pas encore de nouveaux papiers et qu'on donne ses papiers à son dead name et à son ancien sexe dans les agences pour avoir un logement, je ne vous raconte pas, mais vous connaissez de toute façon, etc. Mais cependant, on peut réfuter cette alternative entre social et sociétal seulement si on comprend bien ce que l'on nomme, dans l'espace anglo-saxon notamment, ces politiques de l'identité, ces identity politics, comme étant pas seulement des luttes identitaires, mais surtout des luttes socio-économiques, et non pas une simple politique de visibilité identitaire. Ce terme d'identity politics, excusez-moi pour mon accent anglais de merde,
Donc il vient de l'espace anglo-saxon notamment, où ça concerne la lutte contre les oppressions spécifiques dont les minorités sont l'objet, parmi lesquelles les personnes trans, mais qui sont donc aussi des oppressions socio-économiques. Et aux États-Unis notamment, c'est ce qui passe par l'action positive ou la pratique de la discrimination positive. Eh bien, pour défendre le programme d'une lutte qui, à la fois, refuse de faire des prétendues politiques de l'identité une simple question, entre guillemets, sociétale qui diviserait les luttes, mais aussi qui refuse une focalisation sur l'identité, je vais m'appuyer sur un article de Julia Serrano, essayiste et biologiste trans, qu'elle a publié dans Medium, sur Internet, hein, c'est le 22 février 2017, et qui s'appelle « Les critiques de gauche des politiques de l'identité ». En fait, le contexte de cet article, c'est juste après la victoire de Trump au présidentiel aux States. Il y avait pas mal de militantes et militants et intellectuels de gauche américaines et américains, comme Mark Lillard, Angela Nagel, qui attribuaient la défaite d'Hillary Clinton face à Trump à une focalisation de la candidate démocrate sur les minorités, de race, de genre, de sexe, etc., au détriment des questions de classe sociale. Et du coup, ces intellectuels et militantes accusaient les politiques de l'identité d'être intrinsèquement libérales. Libéral aux États-Unis, pas au sens libéral économique, mais au sens de seulement réformiste, prenant pas assez en compte la question sociale et la lutte contre le capitalisme. Alors qu'à l'inverse, la prise en compte exclusive des questions de classe serait, elle en soi, intrinsèquement radicale et révolutionnaire. Et selon ces auteurs et ces autrices, c'est cette focalisation identitaire sur les minorités qui aurait détourné de la candidature de Hillary Clinton à l'électorat populaire et qui aurait ouvert la voie à Donald Trump. Qu'est-ce que Julia Serrano répond à cette critique? D'abord, elle commence par définir les politiques de l'identité comme, je la cite, un activisme de justice sociale visant à réduire les préjugés et la discrimination à l'encontre des groupes historiquement marginalisés, comme les femmes, les personnes de couleur, les personnes handicapées, les personnes LGBTIQ+, et d'autres minorités. Fin de citation. Notez qu'il n'y a pas de question d'identité ici. En définissant ainsi les politiques de l'identité, Serrano déplace l'accent du contenu des identités de ces groupes vers leur marginalisation, vers le fait qu'elles soient oppressées et discriminées, et résistent contre cela. Et c'est pour cela qu'elle affirme plus tard ne pas être, je la cite, une grande fan du terme politique de l'identité. Et elle explicite pourquoi elle n'est pas fan de ce terme, parce que ce terme politique de l'identité est d'insatisfaisant. Je la cite, cette expression semble suggérer que nos identités, plutôt que la marginalisation à laquelle nous faisons face, est le trait le plus saillant de notre activisme. Fin de citation. Et donc ça fait comme si, ce terme, il s'agissait seulement de célébrer nos identités minoritaires et de faire comme si cette célébration avait en soi, à soi seule, un impact politique. Or justement, les adversaires des politiques minoritaires, en France c'est souvent des mecs communistes, et cis, eh bien, ces gens-là, écrit Serrano, dressent un portrait de nous comme excessivement obsédés par nos propres identités et problèmes, plutôt que nous concentrant sur le bien commun. Et finalement, nous accusent de narcissisme identitaire. Ce que répond Serrano à cette accusation de narcissisme, ça consiste à nier la pertinence et l'importance de l'identité, y compris dans son propre rapport à elle-même. Je la cite. « Ce n'est pas moi qui est obsédé par mon identité. Lorsque je me repose dans mon appartement, je ne pense que rarement au fait que je suis transgenre. Et vous savez quand est-ce que j'y pense? Lorsque j'allume mon ordinateur et découvre un reportage sur le dernier décret sur les toilettes que les conservateurs sociaux essaient de faire passer. Ou que je reçois des commentaires haineux sur les réseaux sociaux me prenant pour cible spécifiquement parce que je suis transgenre. Ou lorsque je sors et que je dois faire avec le fait que si des inconnus quelconques prennent conscience de ce que je suis trans, ils peuvent se mettre à me harceler verbalement ou physiquement. En d'autres termes, ce sont les gens qui nourrissent des attitudes anti-trans qui sont obsédés par mon identité, et pas l'inverse. Tandis que j'adorerais absolument vivre dans un monde où mon identité trans ne serait pas spécialement notable ou digne d'attirer l'attention, ces gens insistent pour en faire un problème. Fin de citation. Ce que Serrano refuse donc, c'est l'idée que les politiques de correction des discriminations à l'endroit des minorités, dont nous les personnes trans, aient à se focaliser sur une prétendue identité comme on nous le reproche, comme des militants et des militantes centrés sur la question de classe uniquement, comme en France Michia, affirment qu'on le ferait. Ainsi Serrano indique, les politiques de l'identité ne sont pas une expression de nombrilisme ou de narcissisme,
mais plutôt une forme de résistance organisée contre celles qui tentent activement de nous délégitimer ou de nous priver de nos droits. Et Serrano va jusqu'à affirmer que les politiques de l'identité sont matérialistes, alors certes en un sens assez vague de matérialisme, qu'elle oppose ici à individualiste, en disant mais tout simplement c'est parce que c'est des luttes qui nous permettent matériellement d'exister, d'avoir accès à l'emploi, d'avoir accès à l'espace public, d'avoir accès à des logements, d'avoir accès à la sécurité sociale, etc. Donc Serrano ici, elle vise les critiques de gauche des politiques de l'identité, mais ce qui me paraît aussi pertinent dans sa position, c'est qu'on peut aussi l'appliquer contre celles qui, parmi nous autres trans, NB et queer, tombent justement dans ce piège de la focalisation sur l'identité. Parce que si par identité, on entend minimalement l'appartenance à un groupe social, alors il me semble important de faire de cette identité un simple moyen de corriger ou de combattre des injustices sociales qui nous sont faites, en transformant ou en détruisant la société qui produit ces injustices. Et non pas de faire de ces identités une fin sur laquelle nous passerions notre temps à nous concentrer, en reproduisant finalement et en intériorisant ainsi le fait que la société nous insigne constamment à cette identité stigmatisée. Pour conclure, et je vais le marteler, être trans, ça n'est pas une identité, c'est une condition sociale et corporelle. Et cette condition, elle ne nous fait pas exister en dehors des classes sociales de femmes et d'hommes, mais passer d'une classe à une autre. Ou alors, si vous tenez à tout prix à parler d'identité parce que vous aimez le mot, eh bien, je pense que pour que ce terme ne charrie pas ces effets de délégitimation que j'ai pointés, il convient d'entendre identité non pas au sens psychologique d'une identité intérieure qui serait toujours déjà là en nous, mais au sens politique d'appartenance collective, tel que le défendait par exemple la militante lesbienne Jill Johnston dans son livre Nation lesbienne, beau titre, en 1973, quand elle écrit « L'identité est ce sens politique essentiel d'appartenir à une tribu dans sa compréhension et sa protection mutuelle et ses moyens collectifs de changer la société. » Fin de citation. Or, cette identité, elle n'est pas un déjà-là individuel, elle est un objet de construction et de lutte pour avoir accès à nos corps, pour avoir accès à des conditions de vie, de travail et de sécurité décentes. Notre identité, elle n'est pas extérieure à nos luttes, elle est nos luttes. Et comme ces luttes, nous les menons en fonction de la classe de sexe à laquelle nous appartenons, par exemple, pour une femme trans comme moi, en tant que j'appartiens à la classe des femmes, il me semble plus pertinent de parler de conscience de classe plutôt que d'identité, et d'une conscience de classe qui est toujours à construire, et à construire collectivement et par nos luttes. Je vous remercie de votre attention. Adriane ? Merci beaucoup, Pauline, pour ton intervention. Du coup, on comprend bien vraiment cette approche que l'on peut qualifier finalement de matérialiste de l'analyse de nos vécus. Et moi, du coup, j'ai une question à te poser parce que tu as utilisé l'expression récurrente d'appartenance de classe, en fait, et que ces classes, tu les définis de manière binaire, quand même, majoritairement, à savoir des classes d'hommes, des classes de femmes. Comment est-ce que, dans cette conception-là, tu conçois les personnes non binaires? Alors, bah écoute, pour te répondre, les personnes non binaires s'identifient en tant que non binaires, c'est un fait, elles peuvent le faire. Néanmoins, socialement, elles ne sont pas identifiées comme telles, et par conséquent, elles ne sont pas traitées comme telles. De ce fait, une personne non binaire va être traitée par la société comme femme ou comme homme, et maltraitée comme femme ou comme homme. Donc ce que je dis, c'est pas que les non-binaires n'existent pas. Ça, j'en ai rien à foutre. Tant mieux pour elles et eux et qu'importe. Mais je pense simplement que la discrimination n'a pas lieu à partir de nos catégories qui sont dans nos têtes à nous. La discrimination a lieu à partir de ce qu'il y a dans la tête des cis, évidemment. Et leurs catégories, elles, justement, elles sont binaires. Et c'est pour ça que les personnes cis qui nous agressent vont nous renvoyer soit à nos sexes de naissance, soit à ce qu'ils ont l'impression de percevoir. Donc, quand je parle d'appartenance de classe, c'est au sens où on ne choisit pas son appartenance de classe. C'est-à-dire qu'une personne non binaire, bien sûr, elle ou il ou elle ou elle est non binaire,
mais son appartenance de classe, c'est pas cette personne qui l'a décidé, c'est dans quel groupe social elle est placée par la société, par les violences que la société lui inflige, malheureusement. Et ça sera toujours la classe des hommes ou la classe des femmes. Il y a plein de questions, mais tu veux répondre? J'ai pas trop envie de monopoliser non plus trop l'espace. Et pourtant, en même temps, tu parlais de la socialisation spécifique des filles trans. Et du coup, du fait que ce sont des personnes qui ont pré-transition, ça c'est logique, comme je disais, avant même de pouvoir accéder à un traitement hormonal ou à quelque chose qui permettrait de les faire reconnaître socialement comme femmes, pour qui elles sont tout simplement, qui vivent malgré tout une socialisation spécifique. Et que cette socialisation spécifique, elle vient du fait qu'elles sont efféminées. Donc en fait, elles sont sanctionnées socialement pour leur déviance de genre. Cette déviance de genre, c'est pas forcément le cas uniquement des personnes qui auront fait, entre guillemets, une transition physique. C'est le cas de beaucoup de personnes différentes, et notamment des personnes non binaires, puisque finalement, c'est la déviance de genre que l'on sanctionne. Ce n'est pas systématiquement l'assignation d'une personne en tant que femme. Les femmes et les personnes queer, dans leur expression de genre, font partie des catégories dominées par le patriarcat. Mais on ne peut pas non plus oublier les personnes qui sont déviantes dans le genre, quelle que soit la manière d'incarner cette déviance. Alors, tu peux formuler en quoi c'est une question ou c'est pas une question? Non, c'était juste non. Parce que les personnes déviantes de genre, encore une fois, c'est très bien comment elles vont être traitées dans la rue, ou il ou elle ou elles vont être traités dans la rue, par une tentative de réassigner ces personnes à l'un des deux genres binaires qui structurent la société. Donc, quel que soit l'effort qu'on fasse pour s'en sortir, en dehors de nos milieux communautaires, on va être traité comme ça par la société, sous la forme d'une réassignation et d'une punition que on n'aurait pas un comportement ou une expression ou un style ou des codes conformes à cette assignation. Donc il me semble que ces déviances de genre dépendent du patriarcat et de la et à l'intérieur du patriarcat non pas forcément que les je pense qu'il faut faire attention à déviance de genre parce que ça fait comme si il y avait une parfaite symétrie entre les deux classes de sexe qui composent la société et que finalement les trans seraient traités et maltraités de la même manière selon les sens dans lesquels on va. Alors ce qui me semble important de remarquer, c'est que l'hégémonie, la domination de la classe des hommes, fait que ce qui va être stigmatisé, c'est toujours la féminité. Type, une femme trans qui ne passe pas va être ridiculisée parce que la féminité est considérée comme un abaissement de la masculinité, et un mec trans qui ne passe pas va être remis à sa place, entre guillemets, en mode « reviens à ta place, il faut naître homme pour en être un ». C'est un truc sur lequel a bossé Emmanuel Bobatti, c'est-à-dire que finalement, les violences contre les déviances de genre se font pour préserver la classe des hommes comme étant intouchable et inatteignable. Si on en sort, on est une sale paria, et si on veut entrer dans la classe des hommes, on n'a pas le droit. Moi j'ai plusieurs trucs sur lesquels je voulais revenir. Tu as dit que en fait, le concept d'identité, ça avait pour but de freiner les transitions médicales et que ça encourageait en fait, à ne pas faire de transition médicale. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse parce que je pense qu'au contraire, en fait, on nous stigmatise encore plus si on ne fait pas de transition médicale. On nous pousse plutôt, enfin ça nous délégitimise en tant que personne trans de ne pas faire de transition médicale. Enfin, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne souhaitent pas faire de transition médicale et qui ne sont pas reconnues comme personnes trans et ne sont pas reconnues dans le genre qu'elles voudraient exprimer parce qu'elles n'ont pas fait de transition médicale. Donc je ne suis pas sûr que ce concept d'identité en fait soit, que ce soit en fait pour nous enlever ces trucs de faire une transition médicale, parce qu'au contraire je pense qu'on nous pousse énormément à faire ces transitions médicales-là, à prendre des hormones, à faire des opérations, avec la Sofect par exemple, pour citer que ça. Ensuite, sur la question de la non-binarité, en fait, je suis d'accord avec toi qu'on va dans la rue, on va nous insulter ou nous faire agresser en fonction du genre que les gens perçoivent en nous.
et donc avec l'analyse matérialiste qui va derrière, mais n'empêche que le fait est que des personnes non binaires se font du coup non seulement continuellement mégenrées, mais en plus le fait est qu'elles n'ont pas de reconnaissance sociale, et c'est une violence en soi de ne pas avoir de reconnaissance sociale par rapport du coup à son appartenance. Ensuite, je pense que les identités queer ont pas seulement pour but uniquement identitaire, mais qu'au contraire, l'identité queer, pour moi, c'est vraiment une identité qui se veut militante en soi, et que ça a pour but en fait, la mise en commun des identités militantes pour porter des messages politiques. Et qu'en soi, les identités non-binaires peuvent très bien porter des messages politiques de déconstruction des catégories de genre et du patriarcat. Et ensuite, dans ton analyse d'assignation de classe de sexe, tu fais quoi des intersexes? Beaucoup de choses. Écoute, je vais essayer de répondre dans l'ordre à toutes ces beaucoup de choses. Le premier truc sur l'identité. Alors, j'ai pas dit que ça a pour but de freiner les transitions, j'ai dit que ça a ça pour effet dans nos milieux. Et ensuite, tu dis, on nous dit de faire la transition, mais attends, Yael, toi aussi, t'es passé par le Grétis. C'est le contraire. Eh ben, c'est peut-être pour ça que tu dis ça. C'est le contraire. On fait tout pour nous. Au Grétis, on fait tout pour nous dire mais vous n'avez pas pensé plutôt à ne pas transitionner, vous ne pourriez pas vivre sans. Tout le corps médical, toutes nos familles, tous nos proches fait tout pour qu'on ne transitionne pas. La pression sociale, elle est à ne pas transitionner et à rester dans le rang. Oui, mais si on le fait, il faut tout faire. Mais la pression sociale, elle n'est pas à faire des transitions, elle est à ne pas en faire. C'est évident. Il n'y a que quelques personnes, il y a que dans les milieux militants LGBT qu'on dit qu'on peut dire ça, mais dans les milieux médicaux, au contraire, la pression se joue. Attends, mais sinon, on n'aurait pas besoin d'attestation psychiatrique pour transitionner. Oui, mais l'attestation psychiatrique, elle est justement pour s'assurer que tu veux en fait faire une transition médicale. Parce que si tu disais à ton psy, moi je suis trans et je vais être reconnu comme trans, mais par contre je veux pas faire d'hormones et je veux pas prendre d'hormones et je veux pas faire d'opération, il va te dire mais j'en ai rien à foutre, en fait vous êtes pas trans. Parce que si tu lui dis par contre moi je suis trans, mais alors c'est sûr je vais me faire poser une bite, il va te dire ah mais très bien, allez-y. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mais dans ce cas, pourquoi tu vas voir un psy? Parce que tu es obligé pour pouvoir prendre des hormones. Oui, mais si tu dis que tu veux. Oui, non, non, mais là tu dis si je veux voir un psy, que je lui dis je veux pas faire de transition, je veux pas d'hormones. Mais dans ça, tu vas pas voir un psy. On va pas les voir par plaisir. Il y a aussi des questions de reconnaissance. Genre, on sait très bien que faire des CEC c'est compliqué aujourd'hui. Si t'as pas d'attestation médicale, n'empêche que malgré le fait que la loi ait changé, c'est toujours hyper compliqué. Donc du coup, t'es toujours en fait dans ce truc dichotomique de genre si t'es trans, t'es médicalisé ou sinon t'es pas trans en fait pour la société, tu vois. Mais c'est. Le plus intéressant, ce serait peut-être mieux que la parole tourne, que ça fasse pas des ping-pong et forcément avec Pauline non plus. Non? Si tu préfères, je sais pas. Toi, tu voulais parler? Non, tu voulais. Charlène. Oui, alors, j'ai pris un petit peu les sujets du matérialisme, de l'histoire, de la socialisation. Moi, je rajouterais aussi le principe de la pratique, en particulier la pratique sexuelle. Mais quand tu utilises ces termes, moi, très rapidement, je fais un rapprochement à quelque chose que j'ai eu dans l'enfance, avant même de me comprendre personne trans, c'était la religion. J'ai été dans une histoire religieuse, de ma pratique religieuse, dans ma socialisation de personnes religieuses qui n'étaient pas la religion mainstream, c'est-à-dire catholique en France. Et j'ai fait beaucoup, quand j'ai commencé ma transition, de parallèles avec la religion et la transition. Et le fait de transitionner comme de faire une conversion. Tout ça pour dire que quand on parle d'identité de genre, moi ça m'a fait écho, parce que quelque part j'avais aussi une identité religieuse, que je ne pratiquais pas, mais qui faisait partie de moi. Et c'est aussi pour ça que je me suis posé les questions à un moment de faire effectivement une transition, ou de pas faire une transition en tant que femme. Je me sentais une femme intérieurement, mais j'avais peut-être pas au début de ma transition envie de transitionner. Parce que typiquement j'avais des enfants et j'avais pas envie qu'ils soient impactés par le fait que j'étais une femme. Et je rajoute juste un petit détail par rapport au fait d'aller voir un psy quand on n'a pas envie de transitionner, c'était mon cas. Moi j'y suis allé parce que je voulais rassurer ma femme à l'époque, en lui disant t'inquiète, je me sens une femme, je vais en parler avec un psy, mais je me sens quand même bien, j'ai pas forcément envie de transitionner. La transition, j'ai décidé de la faire, et parce que quelque part je ressentais, c'est devenu de plus en plus imposant, et je me suis dit j'ai envie d'être dans une identité de femme. Mais c'est arrivé beaucoup plus tard.
je connais des personnes qui se sentent des hommes ou des femmes intérieurement, qui n'ont pas envie de transitionner, que ce soit parce qu'ils ont déjà eu une vie un petit peu déjà entamée socialement, avec des enfants, et d'ailleurs c'est tout le paradoxe de comment est-ce qu'on peut nommer des personnes qui se sentent intérieurement des femmes et qui ne font pas de transition, des femmes ou des hommes, je précise. C'est pas qu'une question de nomination, encore une fois, c'est aussi une question de traitement social. Après, sur la religion, je ne peux pas rebondir, parce que je suis complètement mécréant, donc c'est pas mon expérience, mais bon, on a raison, on va plutôt faire tourner la parole dans la salle. Vous parliez tout à l'heure de redéfinir à la place, en lieu et place de l'identité, d'essayer de redéfinir les personnes trans en fonction des discriminations subies avant, après transition. Ça semble intéressant, mais du coup, où est-ce que vous placez l'idée d'aller expliquer à des psychiatres qu'il faut nous aider à faire une transition, qu'il faut aider les personnes trans à faire une transition? Est-ce qu'il faut les convaincre qu'on subit des oppressions, qu'il faut fondamentalement subir des oppressions? Et où est-ce qu'on place dans tout ça des personnes qui n'en subissent pas? Des personnes qui ont un passé où ils ou elles n'ont pas subi de discrimination, parce qu'on peut aussi ne pas en subir, on peut venir d'un milieu protégé, on peut venir d'un milieu totalement défavorisé et subir plein d'oppressions, comme avoir été élevé comme une meuf racisée par exemple, ou n'en subir aucune avant transition et être élevé comme un homme blanc bourgeois, cis, hétéro, a priori. Où est-ce que vous placez du coup l'idée de se dire à un moment donné, ouais, je me sens, si c'est simplement par le biais de l'oppression. Alors, pour répondre très rapidement, on passe à la question suivante ou à l'intervention suivante. Ce que je disais, voilà, de redéfinition de la transitude à partir de là, c'est pas un discours vis-à-vis des psys. C'est plutôt un discours vis-à-vis de nous en tant que militantes et militants trans, de comment on doit comprendre notre condition sociale, nos formes d'existence et comment on lutte à partir de ça. Les psys, après, qu'est-ce qu'on leur dit? Comme d'habitude, on leur sert la soupe habituelle. Ah, voilà, j'adore le rose, je joue à la poupée depuis tout petite, et puis voilà. Enfin, on n'a pas assez de respect pour ces gens-là pour essayer de leur parler sincèrement, quand même. Une question? Ouais, une question simple, du coup, une personne trans qui n'a pas transitionné médicalement et qui ne compte pas transitionner médicalement, est-elle une personne trans? Juste cette question. Si elle transitionne socialement, oui. Mais même si elle ne transitionne pas socialement, juste une personne qui... Non, pas encore. Peut-être plus tard, pas encore. Une personne. Qui désire transitionner, éventuellement. Si elle désire transitionner, oui. Il y a une question. Il y a une question, les enfants. Je trouve que c'est pas faire un amalgame sur le créatif, parce que moi, avec le créatif, ça se passe super bien, j'ai jamais eu aucun souci. Pour des personnes qui font transitionner au futur, on s'en parle toujours de l'équipe médicale, du protocole, comme ça, ils risquent d'aller en reculant. Ah, ça c'est une question médicale, une question politique hyper massive, quoi. Est-ce que on... Moi, j'ai pas du tout aucun souci. Moi, les termes que je vous ai donnés sur les hybrides, les brésiliennes, tout ça, c'est des psy du Grétis qui m'ont sorti ça. C'est la motte. Je suis de la même équipe. Ouais. Écoutez, franchement, si ça se passe bien pour vous, j'ai juste envie de vous dire, tant mieux. Mais on a aussi beaucoup de personnes pour lesquelles ça se passe mal. Et dans ce cas-là, c'est bien qu'on ait des protocoles alternatifs. Enfin, des protocoles, je ne pas des protocoles, qu'on puisse passer par le libéral. Et ce serait bien aussi qu'on ait la possibilité de se faire rembourser les opérations ailleurs. Thaïlande, par exemple. À ce sujet, a priori, on peut se faire rembourser les opérations qu'on fait en Europe. Dans l'UE Ouais. À 100%? Alors, c'est toute la problématique de considérer la transidentité comme une pathologie, car dans ce cas-là, on serait remboursé à 100%. Mais ce qui est quand même un peu... Andrea? J'ai discuté de ça avec le défenseur des droits. Et une nouvelle question, camarade. Andrea, tu avais une question? Oui. Non, je voulais juste dire, répondre un peu à ce qu'a dit. Dans la définition d'être trans, moi je pense qu'être trans, ça part du moment où on ne se sent pas bien dans son sexe d'assignation à la naissance. Tu veux dire la dysphorie? Est-ce que tu serais d'accord? Si on commence par la dysphorie, oui, bon, on peut définir ça comme ça. Mais après, encore une fois, je veux dire,
Être trans, c'est pas une médaille, c'est plutôt la merde. Hein. Donc, moi, j'avoue que je suis un peu curieuse, un peu étonnée devant cette attitude de plein de gens qui veulent se dire trans. Ah, moi je suis un peu trans, on est tout un peu trans. Non, c'est une condition, c'est une expérience sociale et c'est pas se mettre des paillettes pour aller au Sonic. La transition, c'est pas un dîner de gala. Et du coup, je suis désolé, je suis quand même très méfiante envers cette mode de se dire trans qu'ont beaucoup de gens. Voilà. Moi, je suis nouvelle dans le milieu et j'ai énormément de mal à vous suivre parce que vous avez un discours qui est pas du tout adapté à ma sortie. J'ai réussi à capter certaines idées, mais vous avez un langage et je ne capte rien. Tout ce que je peux vous répondre, c'est que je suis vraiment désolé, alors j'essaierai de faire plus simple la prochaine fois. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Une analyse qui est très matérielle, mais qu'est-ce que tu fais par exemple des personnes trans qui ont des parcours, comme tu dis, comme quand tu citais la spectre de chimères et de brésiliennes, etc., qui vont par exemple enlever pour une personne signée meuf que les seins, Ouais. Mais pas le reste. Pour toi, c'est une personne trans, c'est une personne quoi? Bah oui, c'est une personne trans, évidemment. Bah oui, mais c'est une personne qui peut se définir comme non-binaire, par exemple, et qui a un problème que avec sa dysphorie du haut du corps, mais pas forcément le reste. Et dans ce cas, est-ce que toi, tu peux... est-ce que ton analyse en gros matériel à titre personnel, horrible envers les personnes binaires, mais ça reste ton avis, est-ce que tu verrais, j'essaie de comprendre ton point de vue, l'émergence possible, par exemple, d'une troisième classe qui serait non-binaire, si on se tient à ton analyse hyper matérialiste? Et dans ce cas, comment est-ce que tu la considérais? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un corps socialement considéré comme meuf, mais il faut au moins qu'elle ait pas de sein, des poils de pattes, je sais pas, en fait, je comprends pas. Je trouve que juste des transphobes envers les personnes non binaires, qui sont des personnes trans. J'ai vraiment du mal avec ton analyse et je ne comprends pas sa logique. Au final, tu reprends beaucoup la logique des TERF, je sais, je t'ai entendu plusieurs fois parler en conférence, donc je sais à quel point tu peux pas blairer les TERF. Du coup, j'ai pas envie de te blesser en disant ça, mais je trouve que tu reprends beaucoup leur logique et c'est ce que tu dis en fait dans toute ton intervention, d'ailleurs en disant je vais me rebaser aussi sur ce que disent les TERF pour pouvoir leur répondre. Mais du coup, en me basant sur la logique des TERF, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les logiques binaires, qui sont dans la salle actuellement, il y en a beaucoup qui ont quitté la salle, c'est à cause de ce que tu dis et que ces logiques-là. J'ai du mal à comprendre les analyses matérialistes qui excluent totalement les personnes binaires en fait. Et je ne comprends pas la position, mais c'est assez violent cette réponse. Alors, ouais, t'as une question aussi? Tu ne parles pas de l'analyse seulement des terres, mais de la société en général. À chaque fois, comme tu dis, tu parles de la vision qu'il y a hommes et femmes. Voilà, c'est comme ce que tu répondais pour la première question, je pense. Moi, c'est comme ça que j'ai compris, c'est pour ça que je ne prends pas. Je suis pas dans le même point de vue situé que toi, mais... Oui, non, mais absolument. C'est-à-dire que... Non, mais je ne répondrai pas mieux que toi, encore une fois. J'ai rien contre les personnes non binaires, jolie formulation, mais la société, pour l'instant en tout cas, ne les traite pas comme non binaires. Après, tu parlais de... En France, effectivement. On parlait de troisième genre, effectivement. En Allemagne, il y a eu ce qu'on peut éventuellement voir comme un progrès dans la législation, avec l'émergence d'une troisième case de sexe. Donc, pourquoi pas? Peut-être que les sociétés vont évoluer vers une troisième case juridico-légale en termes de mention du sexe. C'est possible. Est-ce que c'est pas aussi lié que dans le langage français, on n'a pas vraiment de notion neutre qu'on a par contre dans Tu langage penserais que du coup, ce serait dépend de la langue allemande? Peut-être. Oui, où il y a du neutre. Peut-être. Je sais pas. Je suis pas linguiste. Une case juridique n'empêche pas... Ça n'empêche pas la discrimination. Oui, voilà, on peut avoir plein de cases, n'empêche que dans la société, je suis assez d'accord avec un certain nombre de trucs que tu as dit, pas tout, bon voilà, je ne vais pas tout relever, mais en tout cas, je me dis que identité ou pas identité, je veux dire, avant quand c'était transsexualisme, on ne nous poussait pas beaucoup plus à faire des transitions dans la société cis et des parents et tout ce que tu veux. Je suis pas sûr que ce soit ce mot-là qui fasse frein, quoi.
Tu veux dire le mot Tu dis le fait de parler d'identité, ça nous freine, enfin, ça a pour effet de freiner les transitions. Et je me dis qu'avant qu'on emploie ce mot, parce qu'avant on parlait de transsexualité, etc., on ne poussait pas plus. Je dis que ça le freine de l'intérieur de nos milieux. Si on change le mot, on ne poussera pas plus. On aura toujours la même. Là, je parle de l'intérieur de nos milieux, pas des milieux médicaux et juridiques. C'est bien, c'est pour ça que je rejoins Yael quand il dit, et je pense aussi que dans nos milieux à nous, en tout cas de ce que je vois moi, on a quand même tendance à justement privilégier le fait de le faire, comme tu disais, on n'est pas freiné, quoi. Au contraire, on va nous dire, il faut faire ce que tu veux. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas, des milieux que je fréquente. Alors, je fréquente pas tous les milieux trans de France, mais j'ai quand même l'impression qu'on nous pousse plutôt soit à tout faire, le parcours en entier, en mode Sofec, machin, où on nous dit quand tu corresponds aux critères, par contre, il faut tout faire, parce qu'effectivement, si tu veux un bout et pas l'autre, t'es pas vraiment trans. Donc là, c'est tout le pack. Ou alors, changement d'orientation sexuelle. Y compris changement d'orientation sexuelle. Je sais pas, j'ai pas l'impression que aujourd'hui, en tout cas dans nos milieux, il y a un frein, mais qui est plutôt justement quelque chose qui soit plus ouvert sur tu veux faire un truc et pas l'autre, et on fait. Enfin, en tout cas, moi. Là-dessus, du coup, je te conseille l'article de Delphine Christie dont je te parlais tout à l'heure, sur le site Transféministe. T'as une question, Laura? Oui. Moi, plus qu'une question, apporter un peu le sens que là, je pense qu'on se perd dans transidentité, voilà. Et qu'est-ce que le mot identité va apporter ou enlever à nos luttes? Et que je pense qu'il est central de garder en tête qu'une transition où le mouvement trans a toujours gardé cette notion d'autodétermination. Autodétermination, émancipation, et garder un pied vraiment là-dedans, dans le retour avec les personnes et dans le concret, dans le réel. Que finalement, si on va plus travailler du point de vue autodétermination, autosupport, etc., à mon sens, on va plus avoir tendance à écouter et à voir comment se développe chaque mouvement, que ce soit les personnes non-binaires, que ce soit en ce moment les luttes inter. Voilà. Pour moi, pas perdre, enfin voilà, même s'il existe tous ces mots qu'il va falloir qu'on mette de partout, etc., à la fin on est des personnes et vraiment... Voilà. Du coup, par rapport à cette analyse, les mecs trans, qui du coup échappent un peu à la condition féminine, ne sont plus, arrivent au privilège masculin, dans le milieu féministe. Est-ce que, tu vois, si on est juste du coup sur nos identités du sexe sur lequel on arrive, à quel moment on se diffère des mecs cis sur, tu vois, un apport féministe et Je crois qu'on vient d'entrer dans le terrain miné du milieu, là. Tu réponds à ma place. Non, mais après, justement... Je suis pas concerné comme je suis une meuf trans, moi. Après, je dirais que, tu vois, je parlais tout à l'heure de conscience de classe. La conscience de classe en tant que meuf, tu peux l'avoir pour te solidariser avec ta classe, la classe des femmes. Mais la conscience de classe, ça peut être aussi pour se désolidariser de sa classe. Avoir une conscience de classe en tant que mec trans, ça peut être avoir une conscience de classe en mode j'appartiens ou on me fait appartenir à la classe des hommes, mais donc j'essaye de devenir conscient de la manière dont elle domine les femmes, tout ça, et d'en être conscient pour pas le reproduire. Donc je pense qu'en termes de conscience de classe, on peut très très bien penser à une capacité des mecs trans à pas devenir des gros cons de mecs cis basiques. Est-ce que je peux juste, du coup, parce que c'est une question que je commence à me poser, de dire du coup, maintenant je serai plus féministe, mais allié de féministe. Ouais, pro-femme, ouais. Non, mais c'est quelque chose qui... Les trans, pour moi, les seuls gens qui peuvent se dire alliés, c'est les mecs cis, quoi. Les autres, Ah ouais, tu dirais Quoi? Ah d'accord, mais il y a peut-être d'autres questions encore. Moi, je voudrais réagir sur
qui a parlé au fond de la salle. Et j'ai l'impression que ce truc ici, en tout cas par rapport à ton intervention, d'entendre parler de transphobie et de comparaison à des terres, en fait ça me fait plus faire des points avec l'historicité, l'histoire des féminismes, Ouais. et qu'à un moment donné, comment c'est important là de visibiliser nos ennemis, mais comment aussi c'est important de ne pas faire des figures monstrueuses. Et que le terme TERF c'est devenu une figure monstrueuse. Et pour moi derrière, en fait, on est en train de parler de divergence de questions féministes dans la classe, et que là, on n'est pas forcément tous d'accord. Et il peut y avoir des endroits où on fait justement, on est alliés sur des luttes, à des moments précis, sur des questions sociales précises, et qu'on n'est pas aux mêmes endroits de féminisme. Voilà, et c'est pour dire à un moment donné là de passer son temps à s'accuser de transphobie ou de je sais pas quoi, en fait à un moment donné, en termes de lutte, c'est un peu épuisant aussi. Et juste moi j'ai une question, est-ce que j'ai pas méga... tu parlais de socialisation différenciée pour les jeunes femmes trans. Ouais. Et moi j'ai envie de te questionner, et tu parlais juste de sexisme. Et pour moi, la socialisation différenciée, je la vois avec mes amis Butch, je la vois avec mes amis Pédale, et que pour moi, c'est pas qu'une question de nous les trans, c'est aussi plus largement sur la question homosexuelle. T'as tout à fait raison. Ouais. Enfin, c'est un peu ce que je disais par rapport à la religion, quelque part. Le fait d'être en dehors d'une norme standard, stéréotypée d'homme cis blanc hétéro, tout de suite, tu es un peu marginalisé. Et soit tu acceptes du moins de rentrer dans la norme en cachant un peu tes pratiques religieuses, dans mon cas, soit tu te fais taper dessus. Dans les enfants, il y a Corto qui me dit qu'on on doit finir pour aller en salle Cantor pour regarder le film de Karim. Ouais, je peux te l'envoyer, tu me laisses ton adresse email et je te l'envoie. Ouais.